C'est couteaux celles qui savent ça qui en chez Giromon. Seul le couteau sait ce qu'il y a dans un giromon. Ce dicton parle de la complexité des choses que seule l'expérience peut cerner. Pour comprendre comment on nourrit la Martinique, il faut passer par ceux qui la nourrissent. Des savanes du Sud aux forêts tropicales du Nord, bercées par une histoire et des cultures venues du monde entier, la Martinique est une île volcanique située au cœur des Antilles. Son cadre unique permet une grande diversité de cultures. Et à dire vrai, en regardant de près, on aurait tendance à penser que tout pousse sur place. Catégorisé en tant que hotspot de biodiversité, ce terme scientifique désigne non seulement une richesse biologique exceptionnelle, mais aussi une zone exposée à de multiples menaces. Cyclones, tsunamis, séismes. Au-delà des conditions climatiques, une autre contrainte pèse sur le quotidien des habitants de l'île, la vie chère. Il y a eu une crise en 2009 avec un blocage des ports et notamment à la Guadeloupe qui a duré plusieurs semaines, plus d'une quarantaine de jours me semble-t-il, pour protester justement sur cette question de la vie chère parce que les familles en fait n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et quand on travaille et qu'on n'arrive plus à alimenter correctement sa famille, bah là, quelque part, c'est normal qu'il y ait un mouvement social qui crie, en fait. Mais malgré les négociations et les soulèvements récurrents, peu de choses ont véritablement changé. Dans les rayons de la grande distribution, aux mains des béquets, descendants des anciens propriétaires d'esclaves, on retrouve les mêmes produits qu'en Hexagone, mais jusqu'à 40% plus chers. Et pour cause. L'île connaît une grave dépendance aux importations et subit le monopole de quelques entreprises agroalimentaires et de transport. On observe une tendance à la hausse depuis une trentaine d'années. Des volumes, ça reste de manière assez limitée parce qu'il y a en parallèle une baisse de la population dans nos territoires. Mais par contre, en valeur, il y a une augmentation très forte et une augmentation particulièrement marquée depuis, on va dire, 2021-2022. Le prix FOB d'entrée dans le territoire de ces denrées est en constante augmentation et ça, c'est un fait qui vient de l'analyse des données des douanes. Tendre vers une souveraineté alimentaire apparaît comme un moyen, voire une solution, pour assurer un approvisionnement en produits locaux à un prix abordable. Mais alors, est-ce que la souveraineté alimentaire est un rêve irréaliste ? Est-ce un projet social et économique en cours ? Avant de répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre ce qu'est la souveraineté alimentaire. Comme nous l'explique Tamika Anzondo-Bio, juriste spécialisée dans les droits humains et la justice internationale, c'est avant tout une notion juridique. La définition la plus compréhensible, on peut la trouver dans le préambule du coup, de la déclaration de 2018, et elle définit la souveraineté alimentaire comme le droit des peuples à définir leur système agricole et alimentaire et le droit à une alimentation saine, adéquate culturellement et produite avec des méthodes écologiques durables et respectueuses des droits humains. La différence avec l'autonomie alimentaire, c'est que l'autonomie alimentaire, ça va être plutôt un objectif de politique publique qui va se rejoindre avec l'autosuffisance, c'est-à-dire être capable un maximum de s'alimenter par ses propres moyens. Elle a été créée en 1993 par la Via Campesina, qui est une organisation qui regroupe d'autres organisations paysannes d'un peu partout dans le monde. Et puis, ils l'ont fait valoir, ils en ont parlé au sommet mondial de l'alimentation de la FAO en 1996, et ça a été même inscrit au titre des propositions de la société civile pour mettre en œuvre la sécurité alimentaire. Et à partir de ça, on a cette notion qui entre dans le droit international. Et puis, à partir de 2008, on a tout un processus avec la Via Campesina pour consacrer les droits des paysans dans une déclaration. Et enfin, en décembre 2018, on a l'adoption de cette déclaration sur les droits des paysans et des personnes travaillant en milieu rural. Donc c'est une notion aujourd'hui qui est réellement du droit international. Souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire, sécurité alimentaire, autant de termes différents auxquels une partie de l'agriculture martiniquaise tente de répondre. Encore faut-il comprendre comment le monde agricole se porte et s'organise aujourd'hui. La Martinique, une île connue pour ses volcans, sa canne à sucre et sa banane. Mais aussi une île qui importe près de 80% de ce qu'elle consomme. Derrière ce chiffre alarmant se cache un tissu agricole mis en difficulté. Aujourd'hui, l'agriculture représente environ 3% du PIB et 17% des exportations de l'île. Une part modeste dans une économie dominée par les services et le commerce.
mais un poids culturel, environnemental et stratégique bien plus important. La banane est l'une des principales productions agricoles de la Martinique. En 2023, c'est près de 137 000 tonnes qui ont été produites, et cette filière reste dédiée à l'exportation et ne peut réellement survivre sans les aides européennes. Aux côtés de la banane, on retrouve la canne à sucre, une autre culture héritée de la colonisation et dont la production s'élève chaque année à 200 000 tonnes. La majorité part vers les distilleries pour la fabrication de rhum, qui est également dédiée à l'exportation. À côté de ces géants, les cultures vivrières progressent, mais n'arrivent pas à alimenter la population martiniquaise. L'élevage, lui, régresse depuis plusieurs années. Pour comprendre les limites de l'agriculture martiniquaise, il nous faut parler de la SAU, la surface agricole utile. C'est l'ensemble des surfaces effectivement utilisées par l'agriculture. Elle représente aujourd'hui 21% de la surface de l'île, mais connaît une diminution constante depuis les années 1950. Sur l'île, c'est près de 45% de la surface agricole utile qui est dédiée à la banane et la canne à sucre. Le reste est composé d'une mosaïque de petites exploitations de moins de 3 hectares localisées entre le nord et le centre de la Martinique. Elles ont généralement comme activité principale le maraîchage et l'agriculture fruitière. Mais le problème réside également dans la concentration foncière. En Martinique, 3% des propriétaires possèdent 40% des terres agricoles. La structure foncière est héritée du modèle colonial de plantation et constitue aujourd'hui un frein majeur au développement d'une agriculture locale dédiée à l'alimentation. Elle rend difficile la diversification des cultures et entrave l'installation des jeunes agriculteurs. En conséquence, la Martinique importe près de 80% de son alimentation totale, en majorité depuis la France hexagonale et l'Union européenne. Les circuits d'importation et de commercialisation sont dénoncés aujourd'hui pour leur situation de monopole. Résultat, dans les rayons des supermarchés, les prix de l'alimentation sont parfois jusqu'à 40% plus chers qu'en hexagone. En plus de la question des prix, la dépendance rend l'île fragile face aux crises et aux ruptures d'approvisionnement. À la pression foncière s'ajoutent d'autres contraintes, le changement climatique, la pollution des sols au chlordécone, ou encore le vieillissement des agriculteurs et la petite taille de nombreuses exploitations. Autant de freins structurels au développement agricole. Mais les Martiniquais n'ont pas dit leur dernier mot, et de nombreuses initiatives sont mises en place pour faire face ensemble à ces défis. Dans le chemin vers la souveraineté alimentaire, une chose est claire, les Martiniquais veulent changer de modèle. Produire et consommer différemment, c'est le cœur de la question. Il y a 20 ans, Christian Cartès, un agriculteur du Gros Morne, a fait ce choix du changement. Face à un système en difficulté, il a fait la transition de la banane d'exportation vers le verger diversifié et une production laitière, tous deux destinés au marché interne. J'ai commencé en 89. Après, j'ai commencé très rapide dans la banane. J'ai fait des fleurs, j'ai fait des bananes plantains. Et après, j'ai fait uniquement de la banane. Et puis, à partir de 2004, j'ai commencé à installer les vergers et le troupeau. Et j'ai arrêté complètement la culture bananière en 2009. Et tout ça a été remplacé par le verger et les animaux. Pendant, je dirais, quasiment 2 décennies, j'ai produit de la banane d'exportation, la Cavendish. Donc, j'avais une exploitation bananière où je produisais des bananes, je les conditionnais sur place. Et ça partait en conteneur en France métropolitaine. Donc, au fur et à mesure, par rapport à mon relief, par rapport je dirais, à la difficulté de travailler, la concurrence étrangère sur le marché bananier européen. Donc, c'était de moins en moins intéressant et de plus en plus difficile pour moi de pouvoir tout maîtriser. Et donc, il y avait des charges supplémentaires, il y avait des contraintes de qualité, et la production était difficile à réaliser. Donc, j'ai remis ça en cause. Il a fallu que je fasse des produits pour vendre sur le marché local en Martinique. Donc, j'ai commencé la transition en 2004 et à partir de 2009, j'ai arrêté complètement la culture bananière. Et j'ai 12 hectares. Hein. L'année dernière, j'ai produit environ 68 tonnes de fruits. Mais tout en sachant que tout n'est pas en production. Oui, je vois l'ensemble de mes produits ici en Martinique. Vraiment l'ensemble, parce que le marché est preneur, le marché est demandeur. Donc, je vois une partie en conventionnel, c'est-à-dire au supermarché, et puis une partie en bio. Mais naturellement, les supermarchés, il faut me permettre de vendre le surplus que les boutiques bio ne prennent pas. Je vends pour la grande diffusion parce que ça m'arrange bien. Donc, je livre le matin entre 5h du matin et 8h. Après, je peux aller faire mon travail.
Les surfaces ont besoin parce que ça permet de renforcer leur vente, ça fait plaisir aux clients et je suis payé sans problème. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a pas beaucoup de tonnage, etc., donc je peux négocier facilement mes prix. Donc, il y a pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'en vente directe, c'est plus compliqué. Donc, comme j'ai beaucoup de travail, donc la diversité de la production veut que il faut assurer les différentes cueillettes. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Moi, je m'organise pour produire et pour livrer en gros ou en demi-gros à des surfaces qui se chargent de la vente au détail. Vous êtes fier de produire en local et de distribuer en local. Voilà. Et puis la demande est là, hein, donc c'est pas être de leur rêve. Hein. Donc la demande aujourd'hui, les surfaces, que ce soit les surfaces en bio ou les surfaces en conventionnel, les grandes surfaces, demandent ça. Parce que les gens recherchent ce type de produit. Et puis ce sont des produits qui ont du goût. Parce qu'il n'est pas question de cueillir un fruit qui n'est pas après. Donc on le fait tous les jours. Effectivement, la demande de fruits et légumes locaux est grandissante. Elle trouve son origine dans une revendication claire des habitants pour une autonomie alimentaire. Mais tout de même, cette situation est paradoxale. Pour beaucoup, consommer local, c'est d'abord s'orienter vers les petits commerces, les épiceries, les marchés communaux, bref, soutenir économiquement des lieux de vente alternatifs aux grandes surfaces traditionnelles. Alors, dans l'idée, mon objectif est plutôt d'aller vers des marchés directement avec les agriculteurs ou les artisans. Et pourtant, cette production locale, chère aux Martiniquais, devient de plus en plus une vraie stratégie marketing pour les grandes surfaces. Le manger local est maintenant un argument de vente. Une question se pose. Les grandes surfaces sont-elles un outil à utiliser pour aller vers la souveraineté alimentaire et développer la production locale ? Ou sont-elles indissociables du modèle que les Martiniquais veulent quitter ? Est-ce encore un appel à changer de système, à aller vers une meilleure autonomie, ou simplement le nouvel esprit du capitalisme qui, une fois de plus, sait se réinventer pour survivre ? À l'autre bout de la filière, produire en local reste une affaire compliquée. Car si le poids des importations se fait sentir dans les assiettes des Martiniquais, il pèse aussi sur leurs champs. Dans les territoires ultramarins, les charges sont bien plus importantes qu'en hexagone. Jean-Marc Adjenani, directeur général de la coopérative des éleveurs bovins de Martinique, nous en parle. Vous avez aussi les problématiques, bien sûr, liées à notre insularité. Donc, au niveau des intrants qui coûtent très cher pour les producteurs, vous avez également, on n'y échappe pas, le coût du carburant, en tout cas, toutes les charges liées au coût de production, en tout cas, ont augmenté. Et c'est la raison pour laquelle nous, depuis 2022, nous appliquons la loi Egalim 2 pour pouvoir sécuriser le revenu des éleveurs. Mais lorsque nous sécurisons le revenu des éleveurs, c'est-à-dire nous tenons en compte de leur coût de production et du prix de revient de la viande, ça veut dire en contrepartie, il y a des réajustements qui se font et donc, en bout de chaîne, le consommateur, lui, va payer aussi plus cher parce que, du coup, on aura sécurisé aussi ses revenus des éleveurs. Donc après, c'est un travail que nous sommes en train de faire aussi avec tout le monde, c'est-à-dire même le syndicat des grossistes alimentaires, donc la grande distribution, pour pouvoir aussi soit les fois réduire les marges au niveau des distributeurs, parce que non seulement l'éleveur, quand bien même nous réussissons à sécuriser son revenu, mais si en bout de course, quand il achète de la viande, du coup, il paie plus cher, donc je dirais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour Steve Lettal, il s'agit justement de ne plus dépendre des grandes surfaces et autres intermédiaires. Sa solution, le MANA. Je commercialise mes produits sur le MANA. C'est le marché agricole du Nord-Atlantique qui se situe à Sainte-Marie tous les samedis. Le MANA, c'est une association qui regroupe plusieurs agriculteurs. Et on a décidé de s'associer pour pouvoir fournir à la clientèle un produit de qualité et à bas coût. Puisque si on passe par un intermédiaire, lorsque je vais vendre, admettons, un kilo de chou de Chine à 2,50 €, l'intermédiaire, il va faire sa marge, ainsi de suite. Et vous, les clients, vous allez acheter le même kilo de chou de Chine pour 3,50 €, voire 4 €. Chaque agriculteur a une plantation par rapport à son terrain. Donc, ce qui fait que moi, quand je vais amener mes produits, ils ne seraient pas en concurrence avec le produit de l'autre agriculteur, puisque nous, on a une caisse commune. Ce n'est pas chaque agriculteur qui a
sa caisse et le client vient comme dans le supermarché, il se sert sur les étals de tous les produits, il peut prendre le produit de 10 agriculteurs différents et ensuite aller à la caisse. Et nous, par exemple, si j'ai l'agriculteur qui a les patates douces, si on n'a pas tout vendu le samedi, à ce moment, moi, je peux lui donner un coup de main pour évacuer la marchandise vers d'autres contacts. Et en Martinique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui nous ont déjà appelés pour pouvoir monter le système du MANA dans les autres communes. Mais ce n'est pas évident à faire. Parce que là, c'est facile pour la vendre tout ça, mais comme nous, agriculteurs, on est habitués à vendre notre produit et à avoir notre argent dans notre main. Et ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'aiment pas la caisse commune. Mais le MANA ne permet pas seulement à ces agriculteurs d'écouler leur production. Il leur permet aussi de bénéficier d'un label pour la valoriser et de transitionner vers une agriculture plus ancrée dans une souveraineté alimentaire locale. Moi, en tant qu'agriculteur, on va dire isolé, il y a des aides qu'on ne peut pas bénéficier et il y a des labels qu'on ne peut pas bénéficier. Par exemple, avec le MANA, on a pu avoir le label GIES et Groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc, on fait du bio sans être bio. Cependant, une difficulté subsiste. Avec le départ des jeunes de l'île, il est difficile de trouver des ouvriers agricoles pour travailler sur l'exploitation. Embaucher des travailleurs étrangers pourrait être une solution, encore faut-il qu'ils soient régularisés. Un agriculteur hors caméra nous explique. Il n'y a que les béquets qui peuvent vraiment demander des titres de séjour pour leurs travailleurs. Quand c'est nous qui demandons à la préfecture, la réponse est non, ou bien c'est vraiment difficile. Mais s'il s'agit des grandes exploitations des béquets, ils ont les titres de séjour au bout de 2-3 mois. Une autre façon de valoriser sa production agricole est de la transformer soi-même, directement, avant de la vendre, afin de créer de la valeur ajoutée. C'est ce qu'a décidé de faire Mathieu, récemment reconverti à l'agriculture. En plus de produire pour transformer, il a fait le choix d'une espèce de plante pour recréer en local et en végétal un produit très consommé en Martinique, le yaourt, à base de pois d'Angole. Donc je m'appelle Mathieu Sarbon, donc je suis un producteur transformateur. Activité principale, la transformation pour l'instant. J'ai mis en place un yaourt, on va dire, mis au point un yaourt végétal au lait de pois d'Angole. Donc c'est le produit phare des fromages pareils au lait végétal de pois d'Angole. Du pois d'Angole donc on a la cueillette, l'écossage. Ensuite, il faudra faire tremper puisque on utilise le pois d'Angole sec. On va faire tremper pour, on va dire, soit le pré-germer ou bien l'attendrir. Et on va faire un lait avec comme un lait de soja, un lait d'amande. C'est un lait qu'il faut cuire et puis on le transforme en yaourt ou en fromage selon les envies. C'était novateur, c'était vraiment la première fois puisque yaourt végétal, on entendait parler, il y avait quand même celui au coco, mais la légumineuse, lait de légumineuse, là c'était vraiment nouveau. Et puis c'est par curiosité que les gens ont goûté. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils sont devenus clients en goûtant. Mais c'est pas pour dire, c'est par curiosité, surtout par curiosité de savoir. Et puis après de fil en aiguille, les bouche-oreilles, tout ça. Après maintenant c'est selon mon point de vue, c'est assez accepté. Et donc voilà. Pour beaucoup, penser à manger local passe par des initiatives artisanales, des microstructures réparties sur le territoire. Or, le local peut également dépasser l'échelon artisanal et entrer dans l'univers de l'agro-industrie, tout en gardant cette étiquette héritée de son histoire et force de sa stratégie marketing, comme le prouve le yaourt Cito. Il faut savoir qu'en Martinique, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais je sais que j'avais fait une étude en 2006-2007. On est les premiers consommateurs de yaourt au monde par habitant. Parce que c'est vrai que là où d'autres vont manger des fromages ou des choses, nous, à part les gratins où on mange du lait, toute l'apport de lait se fait avec le yaourt chez nous. Donc, le problème qu'eux ils doivent rencontrer comme nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas de lait ici. Et la filière laitière ici est très moribonde. Mais comme il y a une dérogation qui fait qu'on pouvait faire du yaourt avec du lait reconstitué, donc nous, ça a été toujours à notre avantage, on a travaillé avec le lait reconstitué. La production de lait Martinique, pour nous tout seuls, ne suffirait pas pour la quantité de yaourt, pour la quantité de yaourt qu'on fait, donc allez voir eux. Donc eux-mêmes, ils n'utilisent pas le lait pour faire des yaourts, ils utilisent le lait pour faire des desserts ou pour faire des fromages blancs ou des choses comme ça, mais ils n'utilisent pas le lait pour faire. Eux aussi, c'est du lait reconstitué pour faire des yaourts.
où on travaille avec beaucoup les hypermarchés, les supérettes, les supermarchés, les libre-service. Et puis, bon, ça nous arrive de travailler avec certains snacks. Alors, on a fait quand même peut-être un lycée ou des écoles, mais ce sont des gens qui nous ont appelés. Je ne suis pas sur appel d'offres. On est souvent embêté avec ce côté insulaire de la Martinique. Il faut qu'on puisse stocker beaucoup, ce qui fait qu'on est obligé de payer souvent des choses avant même que ça ne soit mis en production, et encore même, parce que même quand vous avez mis en production, vous donnez à votre fournisseur 30 jours, et des fois, plus souvent, c'est 60 jours que les clients vous payent, alors que vous avez des fois payé le lait déjà bien avant, puisque vous êtes obligé de stocker pour ne pas avoir de rupture, parce que assez souvent, il faut qu'on se batte et qu'on lutte avec ce problème d'approvisionnement, le fait que nous soyons un pays insulaire. Cette entreprise illustre à elle seule toutes les subtilités et difficultés d'une étiquette locale martiniquaise. Pour la revendiquer, un produit doit-il avoir une chaîne de valeur entièrement martiniquaise ? Une réflexion complexe qui nous amène à explorer les défis et les enjeux auxquels fait face l'agro-transformation en Martinique. Pour en parler, Sandrine Fréguin-Grèche, chercheuse au CIRAD, nous livre son analyse des limites et des perspectives de cette dynamique. C'est un maillon incontournable, et notamment quand on parle de débouchés à gros volume. Et là, je parle de la restauration scolaire. L'établissement public local, la SOGES, qui gère la restauration scolaire du premier degré, a besoin de très gros volumes parce que chaque jour scolaire, ils doivent produire 9000 repas par jour. Donc, imaginez en termes de volume nécessaire, on ne peut pas se permettre de découper je ne sais pas combien de tonnes d'achine, patates, bananes jaunes pour servir à midi. Mais il y a aussi des freins techniques. C'est-à-dire que voilà, si on veut une patate douce, les patates douces, elles n'ont pas toutes la même forme. Il y en a qui sont plus ou moins biscornues, il y en a, voilà. Donc, pour pouvoir préparer ces denrées-là, on a besoin de développer des process qui permettent de les préparer. Parce qu'en plus, la patate douce, quand on l'épluche, elle noircit. Donc on ne peut pas éplucher puis laisser là. Il y a besoin vraiment d'un process qui permette d'avoir un produit qui ne soit pas de la patate douce qui a grisé avec des bouts de peau. Ça, voilà, c'est pas envisageable. Et c'est valable pour beaucoup de produits locaux parce qu'il n'y a pas de standardisation comme on peut le trouver dans des productions plutôt en monoculture à grande échelle comme le maïs. Une machine qui va couper le maïs, voire égrener le maïs, voilà, c'est simple, le maïs, l'épi de maïs fait toujours la même taille, donc la machine, elle est unique. Développer ce genre de process, ça doit se faire par produit. Les produits sont saisonniers, donc avoir une structure qui permet, 1, d'être adapté à une grande gamme de produits, et 2, d'avoir les process pour chaque produit, et 3, qu'elle soit rentable tout au long de l'année, ça fait beaucoup de contraintes. Les petites et moyennes entreprises fonctionnent surtout sur 1, 2, 3 produits. Elles n'ont pas une gamme très très élargie en fait. Mais il y a beaucoup de travaux qui restent à faire. Alors il y a le PARM en Martinique qui travaille là-dessus pour notamment essayer d'identifier les process et d'accompagner les agro-transformateurs à mieux valoriser la production locale. Il y a aussi des difficultés en termes d'approvisionnement en matières premières. Et ça dépasse l'agro-industrie en fait, ça dépasse l'agro-transformation. Être approvisionné. Quand on est agro-transformateur et qu'on a une ligne de production, on a besoin d'approvisionnement régulier, on a besoin d'approvisionnement fiable. La fiabilité ne dépend pas forcément du bon vouloir des agriculteurs. Il y a aussi les conditions climatiques. Voilà, on peut perdre toute sa production et ne pas être en mesure de livrer. Il y a cette grosse contrainte quand même. On est en milieu tropical, en plus en saison cyclonique. Tout peut arriver, donc on peut tout perdre et son fournisseur peut arrêter de nous approvisionner. Donc dans ces cas-là, c'est un fonctionnement qui est quand même très tendu. Quand on fait des entretiens avec des grosses entreprises agroalimentaires, souvent il y a le problème d'approvisionnement, ça j'en ai parlé, mais il y a un problème de fonctionnement en fait tout au long de l'année. Et là je pense à des grosses entreprises qui font des jus de fruits, qui font de la confiture, mais il y a des vraies difficultés, y compris pour écouler les produits, ou pour, quand on fait un jus de fruits, avoir la base du jus de fruits qui est souvent du jus d'agrumes. Il y a une grande tension sur le marché mondial du jus d'orange. Et notamment aux Antilles, il y a eu beaucoup de maladies qui ont complètement ravagé la production d'agrumes. Donc comment on fonctionne en fait? Et comment on fonctionne aussi quand on est
très dépendants de ces importations qui sont un ingrédient de la production agrotransformée locale qu'on a. Ainsi, en dehors des grandes surfaces traditionnelles, des alternatives martiniquaises se construisent et évoluent pour mettre en avant les productions locales du pays. C'est le cas du magasin Créole Market, présent à Robert et à Cluny, pour répondre à la demande de la clientèle et s'adapter à la concurrence. La fondatrice, Priscilla Osier-Lafontaine, a mis en place 2 stratégies complémentaires. Je suis Priscilla Osier-Lafontaine, j'ai 36 ans et donc j'ai travaillé 10 ans dans la grande distribution et c'est un peu de là qu'est née l'idée de Créole Market. Et c'est vrai que j'avais cette fierté de représenter mes produits dans d'autres magasins et je me suis dit pourquoi ne pas réunir en fait tous les produits locaux au sein d'un même magasin et de promouvoir la production locale, de la montrer sous son plus beau jour. Et c'est un peu de là qu'est née l'idée de Créole Market. Alors actuellement, on a 2 magasins. Un magasin qui se situe, on va dire, plus sur le centre de la Martinique, le Robert, et on a Fort-de-France, la capitale. Donc à Fort-de-France, on a une boutique qui est 100% locale, donc 100% artisanat local, pas de produits industriels, pas de produits importés. Parce qu'on voulait vraiment, on va dire, les pépites qui soient réunies vraiment dans un seul univers. Et on a un magasin de proximité qui se trouve donc au Robert, où on a des produits locaux, mais on a des fruits et légumes, du frais. Le magasin est plus grand pour faire ses courses. On a également une petite partie de produits importés, mais on a tous les produits de l'artisanat local, de l'agriculture locale qui sont présents dans le magasin. L'idée, c'était de ne pas ranger tous les produits locaux dans une case et de mettre tous les produits importés ailleurs pour pas que certains clients se disent, de toute façon, ça c'est local, j'y vais pas. Donc du coup, je regarde même pas ce qu'il y a. L'idée, c'était vraiment que on ait une confiture locale, et artisanale et une confiture industrielle côte à côte pour que les clients puissent se dire, aujourd'hui, j'avais pas vu, il y a une petite confiture artisanale d'un fruit que j'ai jamais goûté. J'y vais ou alors je reste sur ma confiture industrielle. Mais au moins, on passe devant le produit et ça permet déjà de savoir qu'il existe. Et ça, c'est déjà bien. L'objectif, c'était beaucoup de convaincre les jeunes de consommer local parce que c'est vrai que les produits locaux, on les trouve surtout sur les marchés. Et nous, je dis nous, hein, je me sens jeune aussi, on va pas vraiment sur les marchés. C'est pas dans nos habitudes de consommer, de prendre notre panier pour aller sur le marché. On aime plus, voilà, on a l'habitude d'aller dans les centres commerciaux, les magasins climatisés. C'est un peu pour ça que j'ai ouvert un magasin au Robert qui, on va dire, répond au code de la distribution qu'on a l'habitude de fréquenter. C'est vrai qu'à Cluny, on est à côté d'une enseigne comme Carrefour, mais on a choisi justement de ne pas développer le magasin de proximité. Le magasin de proximité, on l'a fait au Robert. À Fort-de-France, il y a déjà une concentration de magasins qui est déjà importante. C'est pour ça qu'on a fait ce concept-là d'épicerie fine, 100% locale, pour pouvoir se différencier de ce qui est déjà présent. Et on s'est collé un grand de la distribution, justement pour récupérer la clientèle qui passe là tous les jours et se dire qu'en fait, on vient en offre complémentaire. Sur le Robert, en revanche, on a un magasin de proximité. Donc, on n'est pas en concurrence non plus avec les hypermarchés. Et c'est vrai qu'on peut être une alternative au supermarché. Sur le papier, beaucoup on va dire beaucoup de Martiniquais aspirent à manger local. Après, il faut pas se cacher, la production locale, ça a un coût. Une tomate de Martinique va coûter plus cher qu'une tomate d'Espagne. Donc forcément, on a encore des réticences à la production locale. Et on peut le voir, c'est-à-dire qu'il y a un fort engouement au début. Et puis après, oui, on a des fois cette perte où on se rend compte que le pouvoir d'achat diminue et que les clients n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour consommer local ou uniquement local. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai ouvert Créole Market, forcément, c'était à moi d'aller chercher les fournisseurs. Donc, j'ai écumé un peu les marchés de l'île pour voir les produits, quels produits me semblaient avoir du potentiel. Et maintenant, on va dire qu'après 4 ans d'existence, c'est plus les nouveaux fournisseurs qui viennent nous voir. Comme ils savent qu'on a cette démarche de valorisation de la production locale, ils se disent, je vais à Créole Market proposer mon produit, je vois ce qui se passe. Une partie des initiatives locales en Martinique se retrouve institutionnalisée dans le cadre des PAT, les projets alimentaires territoriaux, créés en 2014 en France. Leur objectif est de rassembler et faire dialoguer les acteurs de la production et de l'alimentation au sein d'un territoire, afin de recréer des circuits alimentaires de proximité, accessibles à tous. Il en existe plusieurs, à différentes échelles, et ils sont coordonnés entre eux par la DAF, via le cabinet de conseil APAE. Le réseau InterPAT, il a émergé suite à l'initiative d'agents au sein de la DAF,
qui étaient assez impliqués auprès des PAT, qui sentaient qu'il y avait un besoin de la part des PAT, soit un besoin administratif, soit un besoin de mieux se connecter aux enjeux, d'avoir plus de ressources, parce que les PAT, on a un peu plus de retard sur les territoires d'outre-mer. C'est des projets qui sont assez complexes, qui sont très transversaux, qui sont systémiques. Et la DAF a ressenti ce besoin en fait, d'animation et a constaté qu'en Hexagone, il y avait des réseaux régionaux qui émergeaient, le réseau Grand Est, le réseau Aquitaine. Et il n'y avait pas de réseau inter-PAT en Martinique. Et à côté de ça, il y avait une opportunité, un appel à projet national qui offrait une subvention pour l'animation de réseaux. Et c'était en fin 2024, il y a eu un appel à projet. La DAF a demandé à ce que les cabinets se proposent pour animer le réseau inter-PAT et aider aussi des PAT individuellement à mieux se structurer, à faire des demandes de subventions. Le réseau inter-PAT a émergé comme ça. Donc on a fait une première mission de 3 mois où on a aidé 2 PAT à être labellisés niveau 1 et à la suite de ça, on a vu que ça marchait plutôt bien de faire les acteurs se rencontrer, de créer de l'animation, de faire intervenir des experts sur des sujets, différentes thématiques, sur le foncier, sur la sécurité sociale de l'alimentation, sur l'éducation alimentaire. Et à la suite de ça, on a sollicité l'ADEME pour cofinancer le réseau inter-PAT pour une année supplémentaire. Bien que faisant partie d'une politique territoriale engagée pour une alimentation locale et durable, les PAT font face à de nombreux défis, le premier étant celui de la coordination des différents acteurs. En fait, c'est vrai que la coordination, c'est un véritable sujet. En fait, c'est même une des raisons d'être d'un PAT. Un PAT, parfois, c'est un peu compliqué à expliquer aux acteurs. Souvent, les acteurs, ils pensent que c'est un ensemble d'actions. Un PAT, c'est plein d'actions sur plein d'axes thématiques différents. Et voilà, un PAT met en place ses actions. Mais en fait, c'est pas que ça. Le PAT, c'est aussi animer ses actions, animer les acteurs et aller un peu dans la même direction tous ensemble et bien coordonner tout ça. Et sur les défis de la coordination, ce qui est compliqué, c'est que dans les DROM, en général, il y a beaucoup de turnover sur les personnes qui sont responsables et les chargées de mission. Et il y a certains acteurs qui sont plutôt difficiles à mobiliser, qui sont pas très dynamiques, et c'est un peu compliqué de les lancer autour de projets collectifs. Parce que pour certains, c'est pas leur rôle d'avoir, on va dire, des responsabilités sur certaines thématiques. Par exemple, si je prends une chambre consulaire comme la chambre d'agriculture, c'est possible qu'ils nous disent, nous, on travaille sur l'agriculture, mais on ne travaille pas sur l'alimentation. Donc nous, ça va pas être notre sujet. À côté de ça, nous, on fait un suivi évaluation des actions, où elles en sont, un suivi des indicateurs pour avoir en fait une sorte de suivi à l'échelle départementale, pour savoir en fait l'impact des PAT et l'évolution des PAT, savoir aussi quelles sont les difficultés des PAT. Des fois, il y a des difficultés sur le plan administratif, il y a des difficultés sur la mobilisation de certains acteurs. Il y a des difficultés sur des actions des fois qui peuvent rentrer en compétition avec d'autres dispositifs. Donc nous, on est là pour coordonner aussi les acteurs et faire en sorte que tout le monde puisse se rencontrer et aller un peu dans la même direction. Si coordonner et animer restent les missions principales du PAT, ces derniers peuvent aussi participer à la structuration de filières alimentaires et d'agrotransformation locale. Les filières qui sont d'intérêt pour les BAT, c'est surtout les filières vivrières, donc maraîchage, fruitier, et les filières viande et halieutique. Et donc, pour structurer ou consolider ces filières, c'est assez compliqué, puisqu'en fait, ces filières, elles sont éclatées. Sur l'agrotransformation, il y a un levier sur lequel la DAF insiste beaucoup, c'est le levier de la restauration collective, qui voit ce milieu comme une sorte de levier pour la structuration des filières. Et donc, c'est un moyen de faire des appels d'offres, de faire des lots qui pourraient encourager les producteurs à écouler leur production et à se structurer entre eux pour répondre en fait à des lots qui sont un peu plus importants. Malgré tout, et comme les nombreuses initiatives engagées, les différents PAT martiniquais rencontrent un problème majeur, leur financement. Parce que malheureusement, les montants accordés au PAT chaque année, ils diminuent. Et nous, c'est un moment où on en a besoin. Par exemple, là, cette année, on a 2 PAT qui passent niveau 1 et on ne sait pas si on pourra les faire financer les 2. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul sur 2, peut-être que même il n'y en aura aucun des 2 qui pourra être financé. On ne sait pas où encore. Et en fait, toute cette incertitude, c'est compliqué parce qu'on a des démarches qui sont lancées depuis plusieurs années. On a une dynamique, ça y est, on a des acteurs mobilisés. Et en fait, ce problème de budget, ça peut tout casser du jour au lendemain, alors que les PAT, pour le coup, c'est des dispositifs qui sont opérationnels, fonctionnels.
Ainsi, la Martinique est un territoire complexe, au système alimentaire local vulnérable et coûteux aujourd'hui. Le cœur du problème est avant tout économique. L'île importe près de 80% de sa consommation, ce qui se traduit par des prix alimentaires en moyenne 40% plus élevés qu'en France continentale. Ce déséquilibre n'est pas un accident. Il est l'héritage d'une histoire qui a structuré l'espace agricole autour des monocultures d'exportation, lesquelles accaparent toujours l'essentiel de la surface agricole utile. Cette concentration foncière et cette dépendance font du territoire un espace fragile face aux crises et aux ruptures d'approvisionnement. Les charges coûtent également plus cher qu'en Hexagone ou que dans le reste de la Caraïbe, diminuant la compétitivité des produits martiniquais sur le marché local. Pourtant, une autre voie est possible. La souveraineté alimentaire n'est pas un idéal inatteignable, c'est une stratégie de développement économique de premier ordre. En privilégiant les fruits, les légumes et les produits transformés sur place, la Martinique opte pour le maintien de la valeur ajoutée sur son territoire, consolide l'emploi et assure une sécurité alimentaire qu'aucune crise extérieure ne pourrait menacer. Des agriculteurs audacieux, des agrotransformateurs innovants et des politiques publiques engagées et volontaires, l'élan est réel. Mais le défi est de taille. Il faut lever les verrous structurels, notamment l'accès à la terre et le manque de soutien aux petites filières. C'est par cet effort que le territoire fera de sa terre le socle d'une économie plus forte et autonome. Mais changer l'assiette n'est qu'un début. La suite de ce chemin vers la souveraineté passe aussi par des initiatives agroécologiques et par la refonte du lien social autour de l'alimentation. C'est ainsi que se dessine l'avenir, celui de nourrir la Martinique autrement. Apprendre manger, pays. Maïlani bon mangeant, pays. Apprendre manger, pays. Maïlani bon mangeant, pays. Apprendre manger, pays. Manger, pays qui bon pour nous. Apprendre manger, pays. Manger, pays bon pour nous. Apprendre manger, pays. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, pays. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, pays. Banane noire, c'est bon manger. Apprendre manger, pays. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger, pays. Fruits à pain, c'est bon manger. Apprendre manger, pays. Dashi noir, c'est bon manger. Apprendre manger, pays. William noir, c'est bon manger. Apprendre manger, pays. Crébèche noir, c'est bon manger. Apprendre manger, pays. Poisson noir, c'est bon manger. Apprendre manger, pays.